Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui et très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle présentation d'un jeu de société. Et vous l'avez devant vous, nous allons cette fois-ci partir dans l'univers de Star Wars avec Star Wars Bordure Extérieure et son extension Star Wars Bordure Extérieure. Affaire en suspens. Et oui, vous avez vu, je traduis ça très bien, car on va en parler après. Celle-ci, je l'ai eu en anglais. Donc, Star Wars Bordure Extérieure, c'est un jeu de Corey Koniewska avec Tony Fanchi. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Je ne sais pas à partir de quel âge ils préconisent d'y jouer, mais moi, franchement, je pense qu'on peut y jouer dès l'âge de 10 ans, facile, à ce jeu. Donc, c'est un jeu qui a été produit par FFG, bien entendu. Vous savez que ça y ressemble beaucoup, puis vous savez très bien que j'ai cette société de production de jeux de société dans mon cœur, car j'adore leur conception, surtout des livrets de règles, et puis en général, ils nous sortent des jeux très bons, et elle a été traduite en français par Edge. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien, dans ce jeu, on va incarner, les joueurs vont incarner des personnages de Star Wars, ouais. Alors avant tout, excusez-moi quand même, avant de vous parler un peu de ce qu'est ce jeu, je vais quand même vous avertir que je ne suis pas un fan inconditionnel de l'univers Star Wars. Hein. Je suis un peu comme tout le monde, je suis de base. Voilà, je suis de base. J'ai vu les films, j'ai plus ou moins aimé les films. Mais voilà, je n'ai jamais été un grand fan, donc ne vous attendez pas à ce que je vous brosse le portrait des différents personnages que nous croiserons pendant cette aventure-là. Hein. Je ne suis qu'un néophyte. Voilà, donc c'est un jeu dans lequel nous allons incarner des personnages, donc que l'on peut retrouver dans la série de films ou pas. Ça, oui, ça quand même, je le sais un petit peu. Et nous allons incarner soit des chasseurs de primes, des contrebandiers, des mercenaires. C'est-à-dire que c'est notre façon de jouer, notre façon de concevoir notre aventure dans la bordure extérieure qui va définir un peu ce que nous serons. Nous allons pouvoir récolter des primes. Et oui, auprès de certaines factions. Il y a 4 factions. Donc nous avons la faction des Hutt, la faction des syndicats. Alors les syndicats dans ce jeu, dans l'univers Star Wars, il y a plusieurs syndicats du crime. Mais là, ils les ont réunis à un seul, donc ça s'appelle les syndicats. On s'en prend à un syndicat, on s'en prend à tous. Voilà. Il y a la faction des impériaux et la faction des rebelles. Donc on va pouvoir récolter des primes et auprès de ces factions-là pour aller ensuite parcourir toute la bordure que vous voyez ici, là, comme ça, qui est comme ceci, qui est parsemée de planètes. Donc on va pouvoir récolter ces primes et aller essayer de rechercher les personnages que la prime nous demande de retrouver. On pourra soit les exécuter carrément, voilà, ou soit les capturer et les ramener à la personne qui nous a donné la prime et ainsi récolter des crédits et de la gloire. On pourra également jouer les contrebandiers car on va pouvoir transporter des marchandises d'un point à un autre pour, pareil, récolter des crédits. Et on va pouvoir aussi jouer les mercenaires car nous allons pouvoir remplir des missions pour telle ou telle faction ou tel personnage qui nous donnera des missions pour aller faire telle ou telle chose tout autour de la bordure et ainsi récolter des crédits et parfois de la gloire. Ça fait plusieurs fois que je vous parle de gloire. Pourquoi? Bien parce que c'est quand même le but pour nous, joueurs. Le but va être de récolter le plus de gloire, c'est-à-dire qu'on part à 0 gloire en début de partie, et le premier joueur qui arrive à 10 gloires, eh bien, met fin directement à la partie, et la remporte aussi sec. Voilà, alors, j'espère que je ne me trompe pas, parce que j'ai lu quelque part dans les règles que plusieurs joueurs pouvaient être à 10 gloires dans le même tour, et que pour les départager, c'est le joueur qui aurait le plus de crédit, qui est la monnaie du jeu, qui le remporterait. Alors, je ne comprends pas très bien, parce que si on suit les règles, il est bien précisé que le premier arrive à 10 gloires, met fin immédiatement à la partie et la remporte. Donc ça, s'il y a des personnes plus compétentes que moi sur ce jeu qui sont parmi vous, eh bien n'hésitez pas à me faire la précision.
Alors avant d'aller un peu plus loin dans cet univers-là, je vais quand même vous parler de l'extension qui est sur la droite ici et qui, comme vous le voyez, est en anglais. C'est affaire en suspens en français, unfinished business in English. Alors ça, c'est toujours le même problème avec FFG, hein, le plus souvent, enfin dans les jeux de société que j'ai en ma possession, c'est avec cette boîte d'édition que je rencontre le plus souvent ce problème, c'est-à-dire qu'ils éditent des jeux, ils éditent des extensions, et puis au bout d'un moment, eh bien, l'édition en français n'est plus présente. Alors, je sais que c'est dû à la base parce qu'il y avait eu un problème avec Edge. Edge avait mis la clé sous la porte, un peu, bon, voilà, bref, hein, je ne sais pas exactement ce qui s'était passé, mais quoi qu'il en soit, on a toujours du mal à trouver la première extension d'un jeu FFG. Et il se trouve qu'à chaque fois, la plupart du temps, hein, bien entendu, pour ceux qui sont habitués, vous le savez, eh bien, cette première extension, en général, sur un jeu est essentielle au jeu. Eh bien, pour moi, c'est encore le cas. Alors, elle est essentielle pourquoi? Elle est essentielle parce que elle rajoute énormément de contenu sur, notamment, les cartes. Parce que c'est un jeu, je vous l'ai dit, où on va pouvoir aller faire des missions, où on va pouvoir transporter des marchandises et où on va pouvoir faire des primes, rechercher des primes et donc des personnages. Eh bien, cette extension double la quantité carrément du jeu de base en mission, en objets, en primes, en marchandises, en rencontres aussi. Tous ces paquets que vous voyez là, ce sont des paquets rencontres. Donc ça double le contenu. Également en base de données. Ce sont ces cartes-là. Les bases de données, vous voyez avec ce nom, avec ce dos-là, c'est intéressant. Ce sont des cartes qui vont nous permettre de rencontrer des contacts, en majorité, hein, et puis aussi, comment dire, d'affiner des rencontres, sans rentrer dans le détail. Donc des contacts qui vont être positionnés sur des emplacements sur la bordure extérieure. Partout, vous voyez des emplacements comme ça. Lors de la mise en place, on va mettre des contacts. Ces contacts-là, ce sont des personnages que l'on va pouvoir rencontrer et on ira le plus souvent lire notre interaction dans ces cartes-là. Et l'extension en rajoute le double. Voilà. Donc tous ces paquets-là ont été doublés par l'extension en quantité, je veux dire. Donc, c'est pour cela que je disais qu'elle est essentielle. Et donc, je termine là-dessus. Essentielle, pourquoi? Parce qu'elle rajoute du contenu, bien entendu, mais surtout en rejouabilité. Je pense sincèrement que le jeu de base, tout seul, bon, on le trouve en occasion relativement peu cher, mais au bout de quelques parties peut-être que je dis une dizaine, une quinzaine de parties, eh bien, on aura... les aventures risquent d'être redondantes et cette extension-là venait à doubler le contenu. Et depuis le temps, je ne l'ai pas depuis longtemps ce jeu, je l'ai depuis 15 jours, je pense, ou 20 jours, vous voyez, j'ai mis le temps avant de l'acheter, je l'ai trouvé d'occasion, à un prix relativement correct, et je me suis vite aperçu que, voilà, il me fallait trouver l'extension. Alors, cette extension-là, j'ai réussi à la trouver. Comme vous voyez, elle est en anglais, donc je l'ai commandée, neuve, elle est arrivée en anglais, et je ne l'ai fait uniquement que parce que j'ai eu l'opportunité avec un ami de récupérer, qui lui avait l'extension en français, de récupérer, de me scanner les cartes, et ainsi transformer tout le jeu, qui était en anglais, en français. Ce qui fait que, par exemple, vous voyez sur ici, un dos de carte, c'est écrit en anglais, mais la carte au dos est en français. Voilà. Hein. Voilà, donc bon, eh bien, c'est comme ça que j'ai fait. Ça m'aurait fait râler d'avoir le jeu de base et de ne pas avoir l'extension. C'est une longue introduction par rapport à ça, parce que pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas ça. Ça me gonfle, ça me sort par les yeux. J'en ai assez de ces jeux qui sont intéressants et dont on arrête de produire les extensions au bout de, je sais pas, 2-3 ans. Ah, c'est insupportable. Si le jeu a du succès, que l'extension aussi, pourquoi arrêter? Alors, peut-être que certains d'entre vous vont me l'expliquer, mais ça n'empêchera pas, malgré la raison, que je ne suis pas d'accord avec ceci. Ça empêche finalement des personnes qui auraient envie de découvrir le jeu plus en profondeur de le faire, ou alors, avec la chance
comme je l'ai eu moi, eh ben, de récupérer, d'avoir un ami qui a le jeu en français et de pouvoir se scanner les cartes pour le franciser. Mais bon, voilà. Alors ceci dit, c'est quand même un jeu qui m'a surpris. Alors je n'y étais pas allé lors de sa sortie, hein, j'y étais pas allé dessus, parce que j'avais d'autres jeux en tête. Et puis parce que je me disais, tiens non, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir avec un plateau de jeux qui, nous pouvons en convenir ensemble, est tout à fait à part, hein. On n'a pas souvent l'habitude de jouer sur un plateau qui est en arrondi comme ça. Quel intérêt ils ont pu trouver? Eh bien ça, c'était encore mal connaître FFG, qui est notamment Corey Koniewska, hein, qui maintenant fait partie d'un de mes auteurs préférés. Eh bien, c'était le sous-estimer que de penser qu'il n'arriverait pas à faire quelque chose de bien. Car vous le voyez, cette bordure extérieure ici est parsemée de planètes, hein, on les voit toutes. Bon, ça, c'est avec l'extension, ce petit bout. Il y a un autre bout normalement, je vais vous en parler plus tard, mais vous voyez, des planètes, il y en a partout. Et vous voyez que sur ces planètes, que pour joindre ces planètes, excusez-moi, nous avons des cheminements avec des points jaunes ici qui s'appellent escales, car nous pouvons, lors de nos pérégrinations, nous terminer notre déplacement sur une escale ou sur une planète. Les actions différeront en fonction de l'endroit où nous allons nous arrêter. Voilà, donc moi je trouve ça magnifique. Il y a ici un point rouge, vous le voyez, qui n'est pas une escale, mais qui s'appelle le Maelstrom, hein, qui est un endroit que nous n'aimons pas trop fréquenter, mais où parfois nous serons obligés de nous arrêter, car c'est un endroit qui, si on le traverse, nous stoppe immédiatement et nous serons obligés de faire une rencontre sur cet endroit. Vous voyez que sur les planètes, nous avons des icônes ici de factions. Ici, bon, ben, vous la reconnaissez sans doute, c'est les rebelles. Ici, c'est l'Empire. Ici, c'est les syndicats. Et où sont les Hults? Ici. Les Hults sont ici. Voilà. Donc ça va jouer énormément dans le jeu, ces factions-là, car il y a un système de réputation qui est tout à fait intéressant et qui, si on s'y attarde un peu, est représenté sur le plateau. En début de partie, eh bien, chaque joueur va choisir un personnage représenté par cette carte-là. Hein, voilà, moi, ça, c'est le personnage que je choisis et que j'aime beaucoup, le docteur Afra, qui, elle, est plutôt vers l'Empire. Hein, et donc, en fonction de ce que nous dit la carte, nous allons démarrer avec plus ou moins de réputation. Ces réputations-là vont jouer un rôle prépondérant dans nos rencontres avec certains personnages. Et aussi lors de la résolution de certaines missions. Ça a une importance, tout a une importance dans ce jeu. Donc, comme je vous l'ai dit, on va récolter des primes, on va récolter des missions, on va transporter des marchandises, mais la réputation que nous aurons auprès de ces différentes factions vont nous faciliter ou nous rendre la tâche beaucoup plus dure. Ça va être en fonction des endroits où nous effectuerons, les planètes que nous effectuerons, où nous effectuerons nos missions ou nos livraisons, mais également sur cette bordure extérieure vont se déplacer des patrouilles qui seront symbolisées par ces jetons-là et qui vont se trimballer et qui chacune représente une faction. Voilà, elles vont se trimballer et puis il se peut qu'à un moment donné, elles nous interceptent et en fonction de notre alignement envers ces patrouilles-là, nous aurons des incidents plus ou moins malencontreux avec elles. C'est un portrait assez simple que je vous brosse, mais c'est une vie. C'est pas une vie, c'est un plateau qui fourmille de vie quand on commence à jouer. Donc vous voyez ici, ça, c'est ce que possède un joueur en démarrant. On a un plateau joueur ici qui comporte plusieurs emplacements. Nous avons un emplacement équipement là, un deuxième ici. Ici, nous avons deux emplacements où nous allons pouvoir placer nos missions ou nos primes que nous allons accepter de remplir. Alors attention, vous le voyez, il y a des emplacements. Deux emplacements mission prime et deux emplacements équipement. Ça va nous limiter. On ne peut pas en avoir plus que ce qu'il y a marqué, mis à part capacité du personnage ou d'autres choses. Nous avons ici sur la gauche un autre plateau, c'est notre vaisseau qui va nous permettre de nous déplacer dans la bordure extérieure ici. Et ce vaisseau également contient des emplacements, plus ou moins en fonction du prix et de la qualité du vaisseau que nous avons. Et il y a aussi des critères ici. Ça, c'est le nombre de cases que l'on va pouvoir parcourir avec notre vaisseau. Ici, c'est en combat spatial le nombre de dés que nous allons jeter. Et ici, c'est ces points de coque.
3. Donc vous voyez que ce vaisseau-là, le G9 Rigger, est un vaisseau tout à fait modeste. Il ne peut avoir à son bord qu'un seul membre d'équipage, car nous aurons la possibilité de recruter des membres d'équipage qui vont nous donner des avantages, mais également des compétences, car à ce jeu, et c'est tout à fait normal, nous sommes sur un jeu FFG, il y a des tests de compétences à effectuer qui vont nous permettre d'accomplir certaines missions. Vous verrez que certaines missions vont se remplir par plusieurs étapes, ce qui est tout à fait intéressant, et ces étapes-là, nous les remplirons avec nos compétences. Un personnage que nous allons incarner, ici le docteur Afra, démarre, particulièrement elle, avec une capacité de combat terrestre. Ça c'est combat spatial, ça c'est combat terrestre. Vous verrez la différence. De 2D, elle a 4 points de vie. Alors, une fois que ces points de vie sont arrivés à 4, qu'elle aura subi 4 dégâts, excusez-moi, Bloom, elle est hors de combat. Une fois que son vaisseau aura subi 3 coques, il sera hors de combat. Ça mettra fin à son tour, et vous verrez qu'en début de son tour, elle pourra regagner tous ses points de vie et repartir. Donc, il n'y a pas forcément de préjudice à mourir, si ce n'est qu'on va perdre, à mourir non, à être vaincu, parce qu'on ne meurt pas à ce jeu, mais il y aura une perte de crédit, je vous le rappelle, qui est la monnaie du jeu, et puis finalement une perte de mouvement, car le fait de se soigner l'empêchera de se déplacer. Voilà, donc c'est pénalisant, mais c'est pas non plus mortel. Et donc, ce que je voulais vous dire, elle possède des atouts personnels, ici, avec un objectif personnel, on y reviendra, mais surtout, ici, vous le voyez, des compétences en technologie, en furtivité et en connaissance. Ces compétences-là, c'est celles dont je vous parlais, que le membre d'équipage peut nous donner aussi. Elles vont servir, ces compétences, à remplir différentes quêtes. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que lorsqu'on va trouver une mission, par exemple, et accepter une mission, sur la carte mission, il y aura en écrit, on va en prendre une au hasard, allez hop, est-ce que là, on va le voir? Oui, voilà, une carte mission de base. Eh bien, vous voyez, ici, il y a marqué connaissance, furtivité, tactique. Ce sont les compétences qui vont être requises lors de cette mission. À nous de voir si on est capable d'utiliser, si on correspond à la mission. On peut tout à fait se lancer dans une mission, même si on n'a pas toutes les compétences de cette mission. Il n'y a aucun problème, mais il faut savoir que on y va avec, on prend des risques. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous voyez ici, nous avons une connaissance qui est écrite en italique. Furtivité n'est pas en italique, tactique est en italique. Ce que ça signifie, le fait d'être en italique sur une émission, c'est que ces mots-clés, on ne pourra pas les sauter. On va être obligé de remplir un test sur ces mots-clés-là. Si on ne les possède pas quand on y va, encore une fois, ce n'est pas grave, mais on prend énormément de risques. Furtivité, qui n'est pas en italique, lui, éventuellement, dans la mission, peut être sauté. Vous verrez ça. Donc voilà, on ne va pas rentrer plus loin dans la description d'une carte, mais sachez que de suite, vous voyez, on commence à rentrer un peu dans le jeu et on va découvrir toutes les subtilités de ce jeu. Et en parlant de subtilité, vous voyez qu'ici, chaque personnage va avoir un objectif personnel. Ça va donner de la progression dans le jeu. Et ça, c'est très très intéressant. C'est un jeu one-shot, il n'y a pas de narratif, très très peu de narratif, même c'est tout petit narratif, mais ça suffit largement pour jouer et se régaler dans une partie. Donc voilà, on a un objectif personnel. Si on le remplit, cet objectif personnel, eh bien on va gagner une gloire déjà, et ensuite on va pouvoir retourner la carte de notre personnage qui va gagner une autre capacité. Voilà, ici, pendant la planification, on va pouvoir faire quelque chose de plus que aucun autre personnage ne va pouvoir faire. Et chaque personnage du jeu a son petit plus. Vous voyez, on ne gagne pas en caractéristiques, par contre, on gagne en atout ici. Voilà, et on garde nos mots-clés. Voilà, ça c'est une façon que l'on peut avoir d'augmenter notre personnage, en plus, bien entendu, d'acquérir des équipements, de remplir des primes, mais aussi d'améliorer notre vaisseau en lui installant des modules. Le vaisseau, lui, on va pas rester avec un vaisseau comme ça toute la partie, hein.
vous voyez qu'il a une valeur de 0. Eh bien, on a la possibilité d'aller acheter un vaisseau, d'aller acheter d'autres vaisseaux au marché. On a tout un tas de cartes ici de vaisseaux, vous voyez, avec des prix différents, bien entendu. 5000, vous voyez que celui-là était à 0, je vous ai dit. Hein. Là, on a du 15 000, là, on a un spécial, bon voilà, on a du 10 000, on a du 20 000, ça monte jusqu'à 25 000. Et ces vaisseaux, en fonction de leur coût et de leur capacité, ben, ils vont nous donner plus de déplacement, plus d'attaque, plus de défense, plus de cargaison, plus de place pour les modules, plus de place pour les membres d'équipage, et voilà. Et donc, on va essayer de s'acheter des vaisseaux en dépassant des crédits, mais ces crédits, il va falloir les gagner. Et à chaque fois qu'on va acheter un vaisseau, je vous dis, c'est pour donner la diversité, vous voyez un peu ce paquet là, ben voilà, nous avons ici tous les vaisseaux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, le Faucon Millenium? Et ouais, mais celui-là, il faut se le tarter, hein, celui-là, pour l'avoir. Hein. Et ce n'est pas que Han Solo qui peut l'avoir, non. Donc, par exemple, quand on va acquérir un vaisseau, on va l'acquérir sur une face ici, avec objectif de vaisseau inscrit. On va voir les caractéristiques, vous voyez que ça change quand même clairement. Au niveau des possibilités, hein. Il a cargaison module, et il peut contenir 3 membres d'équipage. Qui dit membres d'équipage, et dit compétences supplémentaires, et surtout des atouts qu'ils vont nous amener. Eh bien, chaque vaisseau possède 2 faces. Là, on est sur un cargo léger YT 1300 modifié, et puis vous voyez, un peu comme le personnage ici, ben, chaque vaisseau va avoir un objectif de vaisseau. Si on arrive à le remplir, eh bien, on retourne, on gagne une gloire déjà, et on retourne le vaisseau sur son autre face, où là, on va avoir une capacité terminale, c'est-à-dire on ne pourra pas gagner plus. Parfois, certains vont avoir des caractéristiques augmentées ici, quand on va, c'est le cas, vous voyez, il tape en combat spatial à 5 maintenant, et il s'appelle surtout le Faucon Millenium, et on gagne encore plus de gloire, et il a une capacité spéciale. Donc ça, voilà, c'est encore un truc que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que, aussi simplement que ça, ils ont trouvé le moyen de nous donner une autre possibilité. En fait, je saute un peu et je vais un peu vite, mais ce jeu est fourmille de possibilités. On est très très rarement à court de possibilités dans ce jeu. Hein. On a l'augmentation du personnage qui peut être un attrait, l'augmentation du vaisseau, surtout l'achat d'un vaisseau, parce que croyez-moi que lorsqu'on commence à avoir un vaisseau qui se déplace un peu plus vite et qui tape un peu plus fort, qui a plus de coques, on est un peu plus à l'aise pour effectuer nos pérégrinations sur la bordure extérieure. Je vous montre le vaisseau de départ que chaque joueur va choisir. Il est à 2 faces, donc chaque joueur va choisir ce qu'il préfère. Ça ne change pas ici, hein, vous le voyez, cargaison, module, membre d'équipage. On a ici cargaison, module, membre d'équipage. Ce qui change sur ce vaisseau de départ, ce sont ici ses caractéristiques. Celui-là se déplace de 6, il tape à 2, il a 3 en coque. Celui-là se déplace de 5, il tape à 3, il a 4 en coque. Un peu plus costaud, un peu moins rapide celui-ci. Jusqu'à présent, je joue avec le chasseur G1A. Je démarrais. Là, je vais me le tenter de démarrer avec le G9 Rigger. Voilà, pour aller un peu plus vite au départ, parce que quand on regarde comme ça cette bordure à l'extérieur, on se dit, bon, ma foi, c'est pas... Ouais, c'est bon. Mais quand on n'a pas l'extension qui ramène ces portes-là, hein, on va c'est les mondes du noyau, on va en parler un peu vite fait. Eh bien, quand on se trouve ici, à Takodana, et qu'on veut aller, par exemple, à Ord Mantell, eh bien, il faut nous taper, il faut qu'on se tape tous ces déplacements. Et croyez-moi, si c'était aussi simple, on se dirait, bon, c'est possible, on se déplace à 8, on met 3 tours pour y aller, ça va. Mais avec les patrouilles qui se trimballent, et puis les autres joueurs qui sont au milieu, parce que c'est un jeu qui n'a pas, comment dirais-je, je n'ai pas encore joué en multi à ce jeu. Il me tarde de le faire, je vais le faire bientôt, là. Puisque, comme je vous disais, je ne l'ai pas depuis si longtemps, mais j'ai joué en solo avec un mode, on va en parler, hein, aussi de ça. Je pressens que les interactions entre les joueurs, parce qu'on peut avoir des primes sur les joueurs, c'est-à-dire sur les personnages qu'incarnent les joueurs. Et donc on peut se faire taper par d'autres joueurs. Donc les voyages là, autour de la bordure extérieure, eh ben, ils sont pas si aisés que ça. Voilà. Donc on va en parler vite fait ici des mondes du noyau.
Donc il y a le, oh là là, ça y est, j'ai perdu le nom, excusez-moi, il faut pas m'en vouloir. C'est qu'il y a beaucoup de choses à retenir d'un coup. Donc on a deux emplacements ici qui changent du jeu de base et qui sont amenés par l'extension. Vous voyez que ça s'emboîte. Donc là je vous montre pas, mais vous le voyez là, vous voyez la forme ici là, ça s'emboîte comme un puzzle là. Tous ces mini plateaux là s'emboîtent les uns dans les autres. Donc ça, c'est une fin de plateau. Normalement, sur le plateau original du jeu de base, alors je vais peut-être arriver à vous le retrouver rapidement. Si je ne le retrouve pas, je vais simplement vous en parler. Ouais, voilà, je les ai là. Donc, ils sont dans des plastiques. Et voilà, ça se termine comme ça. Vous voyez, c'est ça qu'on emboîte à la fin. Là, qui vient se mettre plam comme ceci. Et donc là, il y a juste les points de départ des patrouilles, mais ça s'arrête là. Donc, on ne peut pas faire de voyage de là à là. Eh bien, avec l'extension à faire en suspens, il y a les mondes du noyau qui s'ajoutent et qui se mettent à la place et qui permettent, via une rencontre, de passer d'un côté à un autre. Voilà. Ici, ça s'appelle le noyau horaire. Donc, on va aller dans ce sens, dans le sens horaire. Ici, c'est le noyau anti-horaire. On va aller dans ce sens. Donc, on va faire des rencontres. Attention, c'est pas des rencontres aisées, mais ce qu'apporte cette extension, c'est justement de pouvoir passer d'un côté à un autre ici. C'est quand même tout à fait plaisant. C'est pas forcément aisé, notamment, et là c'est important, on y revient, c'est par rapport à la réputation ici. Si des joueurs sont hostiles à l'Empire et ont une réputation négative comme ceci avec l'Empire, ça risque d'être un peu compliqué de traverser le noyau. Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi. On peut y aller, c'est une possibilité de plus, mais elle n'est pas sans frais. Donc c'est pour ça, moi j'aime bien être copain avec l'Empire au départ. Voilà, donc on peut voyager énormément dans ce jeu. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'a surpris parce que je ne sais pas quand même, c'est quand même fantastique cet auteur-là qui arrive à gazer dans enfin il tape pas mal d'univers et pas mal de systèmes de jeu différents qui sont tout à fait réussis. Et celui-ci est encore très très bien réussi. Donc on parlait ici des capacités de vaisseau, donc on va parler des personnages. Alors les personnages, il y en a beaucoup. Alors bien entendu, comme je vous disais, là j'ai tout mélangé. Il y a l'extension et puis il y a le jeu de base. Donc vous voyez qu'on peut incarner des personnages que certains d'entre vous reconnaîtront. Puis certains d'autres non. Moi j'en connais quelques-uns. Je les connais pas tous. Ils me parlent pas tous, mais bon voilà, on en voit passer. Lui c'est un taré, lui c'est un gros taré. Tristan le Noir, voilà, Cad Bane. Alors lui c'est délirant parce qu'il m'a fait vraiment penser à un alien de Firstborn, un truc de fou quoi, au premier-né ou au sang pur, je sais plus. Voilà, donc vous en reconnaîtrez. Donc on peut incarner une multitude de héros, il n'y a pas de frein là-dessus. Pour choisir un héros, quand on est en multi, chaque joueur va jeter je ne sais pas combien de dés, mais le même nombre, en tout cas de dés. Et en fonction du nombre de succès, le premier joueur sera défini. Et puis dans le sens des aiguilles d'une montre, le premier joueur va commencer à choisir son personnage. Il passera le temps au suivant, qui choisira. Voilà. Après, ça c'est équilibré par le nombre de crédits que les joueurs vont avoir en début de partie. Les crédits, c'est très 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 important. Sans crédit, vous valez rien dans la bordure extérieure. Donc le premier joueur aura 4000 crédits, le second 6000, le suivant 8000 et l'autre je ne sais plus, 10 000 je crois, je ne sais plus. Enfin voilà, c'est exponentiel quand même. Donc on revient sur le plateau joueur, on a ici l'emplacement de la carte joueur et puis on a ici la jauge de points de gloire. Et quand on arrive à 10, eh bien le premier arrivé à 10 a gagné. Vous voyez ce symbole là, ici, on va s'en rapprocher un petit peu. C'est le symbole de point de gloire. À chaque fois que vous voyez ça, c'est que vous gagnez de la gloire. Alors, ça, c'est pour faire une partie normale. Quand on veut faire une partie plus longue, eh bien, on met à 12. Quand on veut faire une partie plus courte, on met à 8. Voilà, il faut choisir. Moi, j'aime bien la première partie que j'ai faite, je l'ai faite à 8 parce qu'il fallait je savais qu'elle serait longue parce qu'il fallait que je dégrossisse les règles. Et puis ensuite, je l'ai fait à 10. Alors, encore une fois, c'est toujours pareil avec FFG. On a droit, eh bien, un livret d'apprentissage qui est quand même relativement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il fait que 16 pages, avec en finale une aide de jeu, voilà, avec les icônes. Les règles sont
Voilà, super bien expliqué, très bien expliqué. On met pas 10 ans à comprendre. Et puis le top du top, comme toujours, bon, ça, moi je vais vous le dire, je l'ai lu une fois et je l'ai compris, et je l'ai posé de côté parce que je le sais à chaque fois, c'est pareil. J'ai commencé à jouer et puis après j'ai fini avec le guide de référence, toujours pareil, super bien fait, un index complet sur tout ce qu'on peut rechercher à la fin et ça c'est top. Et puis voilà. Hein, on va à la page et on lit si on a des détails de règles, si on a envie de savoir plus en détail comment se passent les choses et vraiment de coller au maximum aux règles, et ben voilà, on a le guide de référence. Je ne comprends pas que ce soit pas obligatoire dans les jeux de société, mais bon, voilà, c'est un jeu FFG, il fallait que je le dise, hein, vous savez que ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'aime et je m'aperçois que je ne suis pas le seul, loin de là. Loin de là. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce jeu. Alors on a quand même différents paquets, je vous l'ai dit, qui sont assez fournis. Donc ces paquets-là, ben, on va les mettre en place en début de partie, on va bien mélanger, et puis ben, après on est parti. Moi, pour ce qui me concerne, eh bien, la vidéo qui va suivre, là nous étions dans la mise en bouche, eh oui, c'est toujours pareil, c'est histoire de dégrossir un peu, et puis de ne pas faire regarder de vidéos à ceux qui ne voudraient pas les regarder, surtout les vidéos de partie, s'ils ne sont pas intéressés. Hein, voilà. Donc là, je vous ai dégrossi un peu l'univers du jeu, je vous ai un peu dit ce que j'en pense. Donc pour moi, c'est un jeu, encore une fois, bah, qui restera très longtemps dans ma ludothèque. Hein. Je vais pas m'en séparer. C'est un jeu qui se sort super vite. La mise en place, il faut faire du mélange de cartes. Hein. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Je vous remontre. On a tous ces paquets-là ici. On a tous ces paquets-là ici. Et puis on a tous ces paquets-là ici. Les cartes bases de données ne se mélangent pas. C'est le seul paquet. Elles sont classées en ordre numérique. Mais le reste, voilà. Donc on a, bon, voilà, un petit peu de mise en place quand même à faire. Parce qu'il y a tous ces pions contact à distribuer sur le plateau de jeu ici. Donc voilà, faut quand même prendre un peu de temps pour la mise en place. Voilà. À la rigueur, elle est un peu longue, mais une fois qu'elle est faite, ben, oui, ben, on joue. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. Moi, je vais démarrer avec le docteur Aphra. On parlera du solo. Bah, si je vous en parle un petit peu là pour la fin quand même de cette mise en bouche. Le solo, dans la boîte de base, il y a un solo qui est ma foi correct. Qui est correct. Voilà. Dans l'extension à faire en suspens, eh bien, ils ont amené deux systèmes en gros. Hein. Ils ont amené le solo chasseur de primes, qui est beaucoup plus, comment dire, vivant, ouais, qui représente beaucoup plus un joueur. Bon, mis à part que c'est vrai qu'il n'a pas les difficultés qu'on pourrait avoir nous à acheter des trucs ou à faire des actions, ça c'est plus vrai pour le solo de la boîte de base. Et vous savez que ça j'aime pas trop moi, hein, quand entre guillemets le solo triche quoi, hein, voyez. Donc ça se retrouve un petit peu plus dans le solo de base. Là, avec ce système qu'ils ont amené, on sent que l'IA a du mal aussi à évoluer parce qu'elle prend des revers. Et voilà, donc ils ont mis en place quand même un système de chasseur de primes qui va jouer avec les contacts et qui va énormément les rechercher, mais qui n'a pas de facilité vraiment, enfin qui n'est pas beaucoup plus facilité que pour nous. Je ne sais pas si je parle bien français, mais en tout cas j'espère que vous avez compris l'idée. Voilà, il ressent de la difficulté lui aussi à aller rechercher des pions contacts, mais ça met beaucoup plus de vie dans le solo. Donc, comment ils ont fait? Ben, ils ont les solos, que ce soit dans la boîte de base ou avec l'extension, ils marchent avec des decks, hein, des decks de cartes. Donc, dans la boîte de base, on a un deck de cartes IA qui est fait avec des cartes bleues. Voilà, je vous le sors. Voilà, ça c'est le deck solo du jeu de base. Voilà, ici. Donc, on joue contre ce deck-là, qui va définir les actions que l'IA fait. Ne soyez pas effrayés par
ces textes-là, franchement, ça se lit très bien, très bien. Et puis après, ben, on prend l'habitude, hein, bien qu'il y en ait beaucoup, on prend l'habitude. Donc ça, c'est le deck solo du jeu de base. Avec l'extension, ils ont mis en place un jeu de deck solo pareil, mais uniquement avec 5 cartes, comme ceci, auquel on va aller rajouter une carte spécifique d'un chasseur de primes. Donc on a Dengar, on a Cad Bane, IG88, Tristan le Noir, Bosque, Boba Fett et Ketsu Onyo. Donc ceux-là, ils ont une façon de jouer très particulière. Ils peuvent être très agressifs. Donc c'est assez intéressant. On va en choisir un au hasard, on va aller prendre sa carte personnage, il va profiter de certains des atouts des cartes personnages, et on va aller mélanger. Mettons que là, je joue contre Ketsu Onyo, je vais aller mélanger cette carte-là. Dans le deck, il y a ici chasseur de primes, je vais mélanger, et voilà, j'aurai le deck de mon IA. Et rien qu'avec ça, croyez-moi, on joue quand même contre un adversaire, voilà, hein, qui est un peu plus costaud. Pour solidifier un peu le deck ici, solo de base, eh bien, ils ont fourni des cartes IA, toujours avec l'extension à faire en suspens, hein, je ne vais pas revenir, des decks IA un peu plus personnalisés, mais avec d'autres personnages qui ne sont pas des chasseurs de primes. Voilà, hein, Dr Afra, Lando Cardassian, j'ai dit Han Solo, Infinest, Hondo Onaka, Chewbacca, Maskanata, Hera, Syndulla et Jyn Erso. Voilà. Et ça, ben c'est pareil. On va prendre, pas toutes les cartes, on va prendre 5 cartes, c'est noté, hein, c'est de 1 à 5, je crois. Enfin bref, c'est numéroté. Donc on va prendre 5 cartes du deck de base, et on va aller la mélanger, choisir une carte d'un joueur comme ceci, au hasard. Et on va aller le mettre dans les 5 cartes et on va constituer un deck un peu plus agressif, mais qui ne sera pas chasseur de primes, mais qui va jouer lui aussi d'une façon un peu plus spécifique. Et voilà. Et donc c'est bien qu'ils aient fait ça parce que ça rend le solo un peu plus compétitif et un peu plus intéressant. Malheureusement, comme je vous le disais en présentation, c'est inclus uniquement dans l'extension à faire insoluble ou en suspens. Donc voilà, c'est un peu dommageable qu'il ne l'ait pas fait directement dans le jeu de base. Bon, ceci dit, ce ne sont que quelques cartes, c'est tout à fait faisable. Enfin, bon, vous m'avez compris. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous ai parlé du solo là rapidement. De toute façon, on va voir la mise en place rapide, parce que là, on va pas commencer à s'attaquer à tous les decks, tout ça, hein. Là, vous voyez que j'ai préparé une mise en place, donc on va se retrouver à peu près dans cette configuration pour le début de la partie. On va s'occuper vite fait de la mise en place du solo qui n'est pas longue du tout, et puis on partira directement dans la partie. Je vous expliquerai les règles et ce que je fais en jouant, hein. C'est beaucoup plus simple pour mieux s'incarner dans ce jeu-là. Voilà les amis, je vous ai à peu près dit tout ce que je vais vous dire sur le jeu bordure extérieure, du moins pour cette mise en bouche. Le plat de résistance reste à venir et croyez-moi, il y a de quoi se nourrir et de quoi se sustenter. Et bien sur ces belles paroles les amis, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous dis à très très vite pour le début de notre partie solo sur bordure extérieure. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez. À bientôt les amis, bye bye.